Je crois que tout le monde parle français, donc David. It's okay for you. It's okay for you, French? The slides are in English. Ah, c'est bon. Ok, on continue en français. Parfait. Vu que quasiment tout le monde parle français, tout le monde parle français, donc je vais passer en français, même si le titre est en anglais. Alors, quand Olga m'a proposé de faire quelque chose autour de Catherine, je me suis demandé, oui, Catherine, je la connais bien, je l'ai fréquentée tout le temps, pendant 30 ans, je la connais bien dans son milieu de travail et tout, mais je n'ai pas fait la même chose avec elle. Mais j'ai quand même un article, plus d'un, mais en tout cas un article avec Catherine sur les modes miroirs. Donc, j'ai orienté un peu ma présentation autour de cet article. Et donc, je vais démarrer tout de suite. Voilà, alors cette photo a déjà été montrée par quelqu'un ce matin. Ça, c'est comme j'ai toujours connu Catherine. Elle est donc dans son milieu naturel, avec beaucoup de désordre toujours, mais c'est un désordre très très maîtrisé, comme toujours chez elle. Et on trouve dans ce biotope tous les instruments de travail qu'elle affectionne beaucoup. Alors il y a les post-it, vous voyez en haut l'image, ça m'est beaucoup servi, ça sert aussi marquer les pages dans les livres, etc. Vous avez un truc il n'y a que Catherine qui fait ça, elle utilise du papier millimétré pour tracer ses courbes, ses courbes de dispersion, ce genre de choses. Donc, papier millimétré, je crois qu'on en voit un petit peu, je crois que là, je n'ai pas réussi à zoomer finalement sur l'image. Stabilo Boss, là aussi, beaucoup. Crayon, bic. Et autre chose qu'elle a affectionné beaucoup, c'était les sorties des imprimantes matricielles que vous voyez ici. D'ailleurs, ici, il y a écrit Catherine 1979. La photo doit être un peu plus tardive, années 80, je pense. Mais ça, elle a beaucoup utilisé aussi ce type de papier, avec évidemment le dos du papier, parce que le devant était utilisé pour imprimer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. Il y a lui aussi. Et puis évidemment, l'ordinateur, de temps en temps, il y avait souvent dans ce milieu-là, il y avait à côté quelque part un petit écran d'ordinateur sur lequel elle faisait tourner ces petits programmes. Alors pourquoi les modes miroirs? Alors les modes miroirs, c'est parce que donc il y a cet article que vous voyez à droite. Donc il y a Catherine Lacombe qui a quasiment tout fait. Elle a eu la gentillesse de me mettre co-auteur. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi cet article. Et ensuite, pourquoi les modes miroirs? C'est aussi parce que c'était un sujet un peu à la mode à l'époque, à la fin des années 80, début des années 90. L'article là, il date de 92. Et comme pour les articles qu'a montré ce matin David, cet article-là aussi, on ne le trouve pas en ligne parce qu'il est dans Annales. Catherine aime beaucoup publier dans Annales. Elle a fait beaucoup de publications là-dedans et malheureusement, tous les Annales d'avant 95 ne sont pas disponibles en ligne. Donc ça, c'est en fait un article, c'est un préprint que j'ai utilisé. Je n'ai pas, j'ai eu la flemme d'aller à la bibliothèque chercher l'original, donc je me suis basé là-dessus. Alors, bon, donc le sujet est à la mode et aussi au début des années fin des années 80, début des années 90, on a eu pour la première fois accès à des données très haute résolution avec les instruments, notamment pour la densité, l'instrument de propagation, de Pixarray, sur les sondes IS2E1 et 2, qui a fonctionné en 77 à 87. Et autre chose, c'est que le mécanisme qui est derrière ces ondes, les ondes de miroir, a été plus ou moins élucidé. Les ondes de miroir étaient connues bien avant, le mode miroir était connu depuis les années 50-60, mais ce n'est qu'à peu près à cette période, au début des années 90, qu'on a un peu compris, en tout cas les gens, le
mentalement, ils ont intégré le fonctionnement de ce mode. Donc, autre raison pour parler de cet article. Alors, pour faire court, alors, c'est quoi un autre mode miroir ou mode miroir? Alors, pour faire très court, d'une façon très générique, c'est une onde dans laquelle le champ magnétique et les perturbations du champ magnétique et les perturbations de la densité bougent en contresens, c'est-à-dire sont en antiphase, comme ici sur cette figure. Donc lambda, c'est la longueur d'onde, et ici, vous voyez donc les fluctuations de B, ici les fluctuations de B. Donc typiquement, dans un mode miroir, vous allez avoir ces fluctuations en position de phase. L'autre chose, c'est que ces ondes se propagent, par exemple, avec ne se propagent pas. C'est ce que j'ai écrit ici. Ce sont des ondes qui ne se propagent pas. Donc elles poussent sur place, elles meurent sur place. Elles ne se propagent pas comme les ondes sonores, par exemple, dans l'air. Et ils ont une propagation, même si elles ne se propagent pas, mais elles ont des formes d'ondes qui sont plutôt perpendiculaires au champ magnétique. Et dans le cas de la Terre, on les voit, on les verra tout à l'heure, parce qu'elles ont été observées par IS2E, les longueurs d'onde typiques sont de l'ordre de 100 à peut-être 1000 km. Alors, les ondes miroirs, bon, donc elles ne bougent pas, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais il y a un autre mode qui généralement bouge très peu ou très lentement, c'est le mode qui s'appelle le mode lent. Donc il porte bien son nom, en général il est lent, mais il n'est pas aussi lent que le mode miroir. En général, il se déplace quand même à une certaine vitesse. Le mode miroir, lui, par contre, il est vraiment figé. Et une des caractéristiques aussi de ce mode, c'est qu'il existe, pour exister, en général, il a besoin d'être dans un plasma non collisionnel, c'est-à-dire un plasma dans lequel on peut avoir des températures différentes dans la direction du champ magnétique et perpendiculaire au champ magnétique. Donc, comme dans ce dessin-là, vous avez ici la direction du champ magnétique, et vous avez l'isocontour de la fonction de distribution, qui montre que la distribution est plus large dans la direction perpendiculaire que dans la direction parallèle. Ça, c'est une possible configuration dans laquelle le mode miroir peut croître exponentiellement, peut être instable, et c'est dans ces cas-là qu'on peut le voir. Alors, Catherine, pour étudier ces modes, s'est beaucoup appuyée sur un code qui s'appelle WAMP, Homogeneous Anisotropic Magnetized Plasma, dans lequel qui permet de prendre un plasma qui ressemble à ça. Ici, c'est une distribution de protons, et les électrons, on les ignore pour l'instant. Et on définit une longueur d'onde, on rentre une longueur d'onde, une direction de propagation par rapport au champ magnétique, on rentre ça dans WAMP, le WAMP, il résout une équation compliquée, et à la sortie, il dit, voilà, dans cette direction-là, avec cette longueur d'onde-là, il y a le mode lent, il y a le mode Galven, il y a le mode machin, il y a le mode miroir aussi. Catherine, je crois qu'elle a travaillé avec ce code pendant au moins 30 ans. Et d'ailleurs, dans le papier, pour les directions, dans les conditions du plasma qu'on retrouve en aval d'un choc, comme ce qu'a montré ce matin David, typiquement, on trouve les trois modes MHD, rapide, lent et Galven, et le mode miroir. Alors voici un peu une sortie de comment fonctionnait Catherine. Donc, il rentrait des données dans WAMP, et à la sortie, il récupérait des listings, là, sur le fameux papier de l'imprimante matricielle, des sorties de ce type-là, avec tout plein de coefficients, des nombres et tout ça. Et ici, vous avez aussi toutes les annotations qui se font par-dessus, pour arriver, maintenant, je suis allé trop loin, avec les commentaires. Ici, il y a remarqué, il y a un problème, donc c'est en rouge. Donc ça, c'est la façon très ordonnée de fonctionner de Catherine, même si elle utilise du papier, comme ça, on pourrait penser que c'est du papier volant qui est perdu après. Non, c'était son mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, ce papier-là, on va le retrouver dans les archives qu'elle a elle-même classées. Donc, elle
des dessins, tout ça, c'est toujours très précis, très détaillé. Ici, notre manuscrit, donc elle part du mode miroir. Donc ça, c'est un petit bout de papier qui, encore une fois, c'est pas un petit bout, c'est un extrait d'un grand bout de papier qui est à nouveau sorti d'une imprimante numérique. D'ailleurs, on arrive à voir en transparence derrière le côté qui a été imprimé, et dans lequel elle dit, contrairement au mode AIC, donc c'est le mode Alven cyclotron, le mode miroir est non résonant. Donc, ce qui est, elle ne savait pas encore à l'époque, où elle n'avait pas beaucoup réfléchi à la question. En fait, il s'avère que le mode miroir est un mode résonant. Et elle dit aussi autre chose ici, c'est que la compressibilité de ce mode, donc en fait, c'est le rapport entre les fluctuations de densité et les fluctuations de champ magnétique, ne correspond pas à ce qui était dans un article de Hasegawa 75, d'ailleurs Hasegawa 69 aussi. Donc je vais revenir là-dessus. Donc il y a ces deux commentaires que j'ai trouvés dans ces archives. Et donc, mode miroir non résonant. Et la compressibilité n'est pas celle qui est dans le bouquin d'Hasegawa, c'est-à-dire des températures perpendiculaires divisées par la température parallèle. Alors, le mode miroir, on peut le voir de deux façons. La première façon, c'est de le considérer comme dans une théorie fluide, c'est-à-dire, donc on ne parle pas de résonance. Et dans ce cas-là, dans une théorie fluide, on peut montrer que quand on perturbe un champ magnétique homogène avec des fluctuations, comme ici, les lignes ici, ces lignes-là sont des lignes de champ magnétique, et puis vous avez à l'intérieur de ces lignes de champ magnétique une trajectoire d'un proton. Si vous comprimez le champ magnétique à un certain endroit, comme ici, et vous dilatez de l'autre côté, donc ça c'est une perturbation sinusoïdale, dans les zones où le champ magnétique est comprimé, comme ici, la réponse du fluide, du plasma, une réponse fluide, c'est que sa pression va augmenter de cette façon. C'est-à-dire que là où le champ magnétique est fort, là où le champ magnétique augmente, la pression perpendiculaire, elle augmente aussi, et ça dépend du signe de cette quantité-là, un T-perp sur T parallèle. Donc on voit que si T-perp est plus grand que T parallèle, ce côté-là est négatif. Et donc vous avez une pression qui diminue là où le champ magnétique augmente, et une pression qui augmente là où le champ magnétique diminue. Et l'instabilité, elle intervient si la variation totale de la pression perpendiculaire plus la variation de la pression magnétique négative. C'est-à-dire que si je comprime le champ magnétique à un endroit, j'induis une réponse fluide dans la direction perpendiculaire qui est insuffisante pour compenser le champ magnétique. Du coup, j'ai une instabilité qui se développe. Alors, on peut continuer la théorie jusqu'au bout, description fluide, en faisant l'hypothèse que les perturbations sont du type que j'ai indiqué là, mais ça fait c'est des perturbations sinusoïdales, si on veut, et on trouve une relation de dispersion qui est ici, qui dit que la fréquence de l'onde que je produis va être proportionnelle à un facteur ici que peu importe, mais qui est quadratique. C'est-à-dire que oméga carré est égal à un truc, une quantité qui est soit positive, soit négative. Parce que ça dépend évidemment, encore une fois, si ce côté-là est négatif, ça veut dire que j'ai oméga carré égale à quelque chose de négatif, donc quelque chose de complexe. Dans ces cas-là, ça veut dire que je suis dans la situation instable. Par contre, si cette partie-là est positive, j'ai oméga carré qui est égal à quelque chose de positif, et donc j'ai une vitesse de phase, parce que la vitesse de déplacement de l'onde, c'est oméga sur k, qui est positive. Donc, la théorie fluide, qu'est-ce qu'elle prédit? Elle prédit qu'une onde miroir, quand elle est stable, elle se propage. Alors, Catherine, elle a regardé la sortie des nombres, elle a toujours trouvé que le monde miroir, soit il croît, soit il décroît. Il ne se propage jamais. Donc, la théorie fluide ne peut pas fonctionner. Alors, une onde qui se déplace, hein, c'est ce que j'ai mis ici, c'est pas compliqué.
c'est une sinusoïde qui se déplace. Le mode miroir, il ne fait pas ça, il reste figé sur place. Voilà ce qui sort de moi. Bon, ça, c'est la vitesse de phase. Oméga sur K. Catherine trouve un zéro bien constant. Et ici, ça, c'est la partie imaginaire, donc c'est la partie amortie. Donc le mode est amorti dans ce cas particulier. Mais en tout cas, il ne bouge jamais. Alors, tout ça, c'est parce que, justement, le mode miroir n'est pas un mode complètement fluide. Il ne peut pas être en si on fait uniquement une théorie fluide. Parce que dans le mode, quand vous avez une vague, une onde qui ne bouge pas, vous avez des particules dans les plasmas. Vous avez des particules qui se déplacent par rapport à l'onde à des grandes vitesses. Ce sont des particules que j'ai appelées ici les traveling protons. Ce sont des particules qui se déplacent et qui voient l'onde, même si l'onde pousse sur place, ils parcourent l'onde, ils font des oscillations, et en moyenne, en fait, le champ magnétique qu'elle voit, il ne bouge pas tellement, il est constant. Par contre, une particule qui ne bouge pas, quasiment pas par rapport au champ magnétique, ce qu'elle fait, elle voit un champ magnétique qui augmente si je suis dans une situation instable. Ça sont appelées les particules résonantes. Et pour qu'une particule soit résonante, c'est-à-dire pour qu'elle reste suffisamment longtemps dans un creux de la vague pour voir l'onde croître, il faut que sa vitesse soit plus petite que gamma, ça c'est le taux de croissance de l'onde, et la parallèle c'est la longueur d'onde, c'est l'inverse de la longueur d'onde dans la direction du champ magnétique. Donc ça, c'est ce qui manque dans la théorie fluide et qui a été introduit ou analysé par d'autres personnes, et notamment dans cet article très célèbre de Samson de Kimelson en 1993. C'est très peu de temps après. Catherine, son article il date de 1992. Là-dedans, l'instabilité miroir, elle est associée à trois termes. Il y a effectivement la pression perpendiculaire des particules, celle qui circule, que j'ai montré tout à l'heure. Vous avez la pression du champ magnétique. Mais ce qu'on oublie souvent quand on fait l'analyse fluide, c'est qu'il y a aussi des particules résonantes. Celles-là, elles ne se comportent pas pareil des particules qui circulent, comme je viens de le montrer dans la figure précédente. Donc, les particules qui circulent, j'ai montré ça sur l'une des premières slides, leur comportement, c'est la pression de ces particules-là augmente là où le champ magnétique diminue, et vice-versa. Les particules résonantes, par contre, elles augmentent la pression là où le champ magnétique augmente. Et donc, l'instabilité, en réalité, résulte de l'annulation, de la variation de ces traits en trois composantes. Les particules non résonantes, les particules champ magnétique, les particules résonantes. Et les particules résonantes, elles agissent dans le sens inverse des particules non résonantes. Et c'est d'ailleurs là-dedans, dans les particules résonantes, ça c'est détaillé dans l'article, je n'ai pas le temps de tout montrer, mais les particules résonantes sont proportionnelles au taux de croissance des particules. S'il n'y a pas de particules résonantes, il ne peut pas avoir de croissance. Voilà, donc là, c'est un peu le résumé de ce que je viens de dire. Alors, donc, je reviens là, à la figure que j'ai montrée tout à l'heure avec l'écriture de Catherine. Donc, le mode, contrairement à ce qu'elle a écrit ici, c'est le mode résonant. Non, ce n'est pas pour jeter de sur Catherine, attention. Et puis, la deuxième remarque, la compressibilité de ce mode ne dépend pas de TP pair sur TP parallèle, comme dans la formule de Hasegawa, c'est simplement parce que Hasegawa a fait dans son calcul de la compressibilité, donc le rapport entre la fluctuation de densité et la fluctuation de champ magnétique, il n'a pas tout dépendre des particules résonantes. Et donc, sa compressibilité est plus grande de celle qui est réellement observée dans WAMP. Parce que Catherine, pourquoi elle écrit ça? Parce que dans WAMP, elle a vu que la compressibilité n'était pas celle de Hasegawa. Voilà.
Donc, voilà les propriétés du mode miroir. Alors, il y a d'autres modes qui sont analysés par Catherine. Tout ça, c'est fait avec WAMP, encore une fois. Et elle s'est mise dans les conditions du plasma qui en aval d'un choc de la Terre, un choc perpendiculaire, que je vais montrer plus tard. Et ici, donc, elle a pris différentes combinaisons de paramètres. Elle a calculé de toute façon la propagation, la longue de propagation du mode par rapport au champ magnétique, orientation plutôt, puis la longueur d'onde qui est ici, et puis la compressibilité qui est négative, c'est important pour voir, et puis un phasage de 180 degrés entre la fluctuation magnétique et la fluctuation du champ magnétique, la polarisation qui est linéaire. Et donc je viens à une chose qui est très importante aussi dans l'article de Catherine, c'est les observations de IS2E1 et IS2E2, qui sont donc les deux sondes qui ont été lancées en 1977, et sur laquelle il y avait notamment une expérience qui est appelée l'expérience de propagation de Chris Harvey. Chris Harvey était le principal comment dire, investigateur, oui, enfin, je sais pas. Et que vous voyez ici. Ce matin, on a vu cette même photo, mais coupée là. Donc, quelqu'un a trouvé Chris Harvey, la photo. Mais je trouve ça pareil, ils sont tous les deux là. Donc, Chris Harvey et Catherine. Donc, Chris, qui est l'inventeur, peut-être pas l'inventeur, parce que la méthode existait déjà bien avant, mais qui l'a mise en œuvre dans l'espace. Alors, comment elle fonctionne, c'est très. Je fais ça très rapidement. Une expérience, IS2E1 envoie un signal vers IS2E2. Le signal est émis à une fréquence qui est de 683 kHz. C'est un signal qui est un peu au-dessus de la fréquence plasma des électrons du milieu, plutôt autour de 100. Et de ce fait, cette onde est influencée par la présence des électrons, de leur densité, par rapport à ce qui se passerait si l'onde se propageait dans le vide. Donc, il y a la longueur d'onde, en fait, par rapport à sa propagation dans le vide, est allongée. Donc, la longueur d'onde dans le vide est plus courte que la longueur d'onde dans le plasma. Et plus la longueur d'onde, l'allongement de la longueur d'onde va dépendre de la densité du plasma traversé. Donc, c'est une mesure de la densité intégrée entre IS2E1 et IS2E2. Évidemment, donc, je regarde le signal qui arrive sur IS2E2, je regarde le décalage en longueur d'onde, et je peux en déduire la densité du plasma entre les deux satellites. Pour ça, j'ai quand même besoin d'avoir la phase de l'onde de référence, de l'onde qui voyage dans le vide. Et pour ça, une deuxième onde est utilisée, deuxième canal fréquence beaucoup plus élevée, de 172 MHz. Sur cette onde-là, elle sert simplement à transmettre la phase qui serait la phase de cette même onde-là dans le vide. Et donc, en combinant les deux informations sur IS2E2, je peux mesurer le déphasage, le changement de longueur d'onde de ce signal et en déduire la densité. Alors ça marche bien, en tout cas pour des plasmas comme ceux qu'on rencontre en aval du choc de la Terre. Donc il faut que la fréquence de plasma soit beaucoup plus grande que la fréquence cyclotron. À cet endroit-là, il se trouve que là, dans la magnétosphère terrestre, ça fonctionne, sauf quand on est trop près de la Terre. Ça fonctionne très bien. Alors voilà, ça c'est un article qui est 79, c'est une des premières mesures. D'ailleurs, il y a André qui est listé aussi dans la liste des co-auteurs. Et donc, ici, donc ça c'est une durée de 30 secondes, un peu plus de 30 secondes, 32 secondes. Et chaque point ici est une mesure de la densité entre les deux satellites. Donc, vous avez une résolution qui est d'une mesure, dans ce cas-là en tout cas, une mesure
32 mesures par seconde, ce qui est exceptionnel. Puis avec une résolution, une bonne résolution aussi sur les fluctuations de densité. Donc ici, c'est les densités, donc en fonction du temps. Alors, donc Catherine a analysé dans son papier un passage de choc. Donc déjà vu ce matin, un passage de choc. Ça, c'est le choc qui a été vu donc, le 3 septembre 1980, donc il y a 44 ans. Et ici, j'ai tracé l'orbite de IS-2E1 ou 2, enfin, ils étaient à 50 km l'un de l'autre, donc ça change pas beaucoup, donc 200 km. Mais bon, à cette échelle-là, on ne voit pas la différence. Donc ici, vous avez la Terre, ça c'est le truc en violet, c'est le plan de l'écliptique. Et vous voyez ici, à cet endroit-là, la traversée du choc, ça c'est juste un modèle. C'est le modèle de choc de la Terre. J'ai ajusté moi pour faire en sorte que ça coïncide avec ce qui a été observé par Catherine. Donc là, vous avez IS-2. Donc ça, c'est juste pour donner un peu la géométrie de la chose. Et voilà ici ce qu'on a observé. Donc en haut, vous avez la densité des électrons en fonction du temps. Ici, vous avez à peu près une heure de données. Et en bas, vous avez le champ magnétique. Et comme dans le choc de ce matin de David Burgess, le choc, il avance et recule un peu. Donc ici, la sonde, elle est derrière le choc, elle passe devant le choc, donc ici, elle est vraiment solaire. Soit le choc a bougé, soit c'est la sonde qui... La sonde, elle ne bouge pas, elle bouge aussi, elle sort elle s'éloigne de la Terre, donc elle va vers le vent solaire, mais en général, son mouvement est très lent par rapport au mouvement du choc. Ici, elle est rattrapée à nouveau par le choc. Ici, elle est en aval du choc. Et ici, le choc, il revient. Il fait un petit crochet, il repasse, mais il ne repasse pas vraiment. Donc, on le devine, mais on ne trouve pas le vent solaire. Et puis, ici, à nouveau, on retrouve le choc. Et ici, définitivement, la sonde, elle est en vent solaire. Donc, il y a 4 passages de choc. Et il y a des parties qui sont indiquées en jaune, c'est les parties dans lesquelles on observe le mode miroir. Alors, vous me direz, là, ce n'est pas évident de voir une anticorrélation entre les deux, entre les fluctuations de densité et les fluctuations de champ magnétique. Alors, donc, je vais zoomer là-dessus. Ah, tout ça, c'est dans le papier. Donc, le choc, qui est un choc pas très net, il est maintenant ici. Marqué en rouge, et ici, une zone avec les modes miroirs. Bon, c'est toujours pas forcément hyper clair, donc je peux zoomer encore une fois. Voilà, et là on commence à voir, donc il faut vraiment être patient, donc Catherine est très patiente. Donc ici, on voit effectivement quand vous avez un pic dans la densité, vous avez un creux dans le champ magnétique, etc. Donc, sur une période d'à peu près, alors ici, c'est moins d'une minute, c'est 40, 50 secondes. Et ce que fait Catherine, évidemment, elle a mesuré la corrélation entre les fluctuations de densité et les fluctuations du champ magnétique. Et vous voyez ici, elle a trouvé que il y a à peu près une différence, une fluctuation de 4 secondes, hein, donc c'est à peu près la décorrélation, enfin l'anticorrélation ici. Quand vous êtes en zéro, vous avez les signaux qui sont de champ magnétique et de densité qui sont anticorrélés. Et quand vous vous éloignez, quand vous déplacez un profil par rapport à l'autre, à un moment donné, ça va être corrélé. Donc, pour passer de l'un à l'autre, il faut à peu près, je pense, 7 secondes, 8 secondes. Donc ça donne un peu la longueur d'onde des fluctuations. Alors, donc, la plupart des gens, ils seraient tout à fait contents. Ils ont, voilà, on a zoomé, on a trouvé que B et N sont anticorrélés, donc on est content, on a trouvé le mode miroir. Mais Catherine, elle est beaucoup plus sur ça. Donc, elle s'est dit, mais si ça se peut, ça peut être autre chose. Est-ce que les modes qu'on attend dans ce milieu-là, avec ces paramètres-là, correspondent effectivement à ce qui est observé? Et
Donc, ici, vous avez les quantités mesurées, et puis là, vous avez les quantités attendues avec mon. Voilà, vous voyez, à chaque fois, ça correspond tout à fait, c'est dans la bonne fourchette. Là, il y a la compressibilité en bleu, ça, c'est négative. Vous avez la polarisation, sa valeur est entre 2 et 7. Elle est linéaire, là, elle a tous les deux. Vous avez la propagation, l'angle que fait les fronts d'onde du champ magnétique par rapport au champ magnétique qui est de 48 degrés. Ici, vous avez 33 à 55, 59. Alors, autre chose, on a été voir le modelant, parce que je dis, le modelant aussi, des fois, il peut avoir des anticorrélations densité champ magnétique. Donc, elle a été voir le modelant, on a trouvé que ce mode, à ces angles de propagation-là, il est fortement amorti, donc il ne peut pas exister. Et en plus, on a trouvé que le mode miroir, dans ces conditions, c'est le mode qui croît le plus vite, parce qu'il peut y avoir aussi le mode avec ion cyclotron, etc. Et puis, il a trouvé que le taux de croissance maximum correspond bien à la longueur d'onde. Il y a bien lieu à la longueur d'onde attendue et qu'elle a trouvé avec vous. Voilà, donc ça, c'est un peu le scénario posé. C'est un scénario assez classique. Vous avez ici le vent solaire qui arrive sur le choc. Vous avez dans le vent solaire les températures parallèles et paires sont très identiques. Pas une grosse différence. Vous arrivez dans le choc, le champ magnétique est comprimé. Quand on comprime le champ magnétique, la température perpendiculaire a tendance à augmenter. C'est un effet adiabatique, c'est aussi un effet cinétique. Ici, donc, le mode devient instable. Il croît. Ici, on le voit. C'est ce qu'a vu à Catherine sur sa figure. Et les parties jaunes que j'avais montrées tout à l'heure. Ensuite, elles disparaissent parce que nous ne les voit pas. Donc, ça, c'est le scénario qui est proposé. Formation, croissance au niveau du choc. Visibilité sur des distances de l'ordre de 1500 km, et puis dissipation. Alors ici, ça c'est la fin de IS2E 1 et 2, donc c'est le 6 septembre 1987. Donc on voit les protagonistes importants. Évidemment, ici vous avez Bob Manning, l'ingénieur qui était aussi derrière l'instrument, un personnage très important, n'est-ce pas? Vous avez évidemment ici Catherine, Chris Harvey, Jean-Louis Steinberg. C'est une blague. Alors, lui, je crois que c'est Patrick Canu, mais comme il est un peu caché, je ne suis pas sûr. Patrick Canu, c'est vrai. Ça, je pense que c'est Jacqueline Etchuto. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, et alors, eux deux, ils travaillaient surtout sur le sondeur qui était sur le thème dont David parlait ce matin. Et voilà. Donc, comment je me souviens de Catherine, c'est ça. C'est ces papiers, c'est notes sur ces papiers qui sortent des imprimantes. Et sa rigueur, alors quand on regarde les notes qu'elle a mises dans les archives, on voit la rigueur absolue de Catherine. Et puis, zéro waste, hein. Ça, c'est un ancien, c'est du papier avec les numéros de téléphone des gens du DESPA de l'époque. Et donc, elle utilise pour coller des dessins dessus avec les orientations des axes. Zéro waste. Et puis, l'autre chose, c'est qu'elle était toujours prête à aider dans toutes les circonstances. Notamment ici, voilà, ça c'était, je ne sais plus quelle année c'était, 2017 peut-être. C'était le pot de départ à la retraite de Tennessee Saint-Fleur, que beaucoup d'entre nous ont connu. C'était la personne qui faisait le ménage au bâtiment 16. Donc elle était toujours prête déjà. Je me souviens aussi à ma thèse, elle a fait ça. Et, voilà, donc c'est. J'avais envie de mettre ces deux choses sans rigueur. Ça
Sa façon d'être, c'est écrire le stabilo-gloss ici, évidemment, le bic, puis il y a du crayon souvent, et puis voilà, ça c'est aussi Catherine. Bon, merci. Moi, j'ai une remarque et une question. Alors, juste, j'en profite, je rebondis sur, tu mentionnes Télissi. Donc, je ne sais pas, pour les personnes qui ont connu Télissi, qui a fait effectivement le ménage, qui était responsable du ménage au bâtiment 16, qui est resté des années, qu'on a tous, c'est vraiment adorable. Juste pour l'histoire, et pour qu'on se souvienne, peut-être tout le monde ne sait pas, Catherine et Yvonne ont énormément aidé Télissi pour sa retraite. C'est-à-dire qu'elle était dans une situation où elle n'avait pas forcément tous les points, ou en tout cas, elle avait du mal à faire valoir sa retraite. Donc, ça comprendre aussi des fois. Et, alors ça, oui. Les papiers administratifs. Ça, d'accord, c'est vrai. Mais, et donc, en fait, elles l'ont énormément aidé pour sa retraite. Donc, c'est également Catherine pour prête à aider. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris cette photo. Dans toutes les circonstances. Quand tu dis que Catherine gardait tous les papiers, il faut dire qu'il est arrivé un papier disant, entre autres choses, écrivez sur l'encre, ne jetez pas les papiers dans le recto, le verso n'est pas écrit, écrivez dessus, etc. Et ça l'avait fait rire, elle dit, ils sont gentils les petits jeunes. Parce qu'elle faisait ça depuis systématiquement, et elle trouvait que c'était gentil de le dire au bien, enfin bon, ça ne lui paraissait pas vraiment indispensable parce que c'était pour elle absolument évident. J'avais une question sur la présentation. Tu nous as dit que Catherine trouvait que WAMP et puis une approche fluide classique, enfin en tout cas, WAMP ne sortait pas les mêmes résultats. Tu nous as pas dit, enfin oui tu l'as dit, mais je sais pas, quelques mots sur qu'est-ce qu'il y a dans WAMP, pourquoi WAMP, comment fonctionne WAMP. Ben, WAMP, il résout l'équation de Vlasov. Donc, c'est une approche. Tu mets une fonction de distribution assez générique, maxwellienne, tu peux enlever des parties, des fonctions de distribution. Ça fait l'hypothèse que la fonction de distribution n'est pas forcément maxwellienne. Non, mais il y a une certaine possibilité de choix. D'ailleurs, WAMP est toujours disponible, il est en ligne pour ceux qui veulent s'en récupérer. Il existe, il est entretenu. C'est une approche plus. Ça donne la... Semi-cinétique. Enfin, c'est en fait une version linéarisée du système Vlasov-Maxwell. Et les fonctions de distribution sont maxwelliennes, mais tu permets une anisotropie de température. C'est-à-dire que c'est maxwellien. Oui, puis tu peux faire même des cônes de perte, des choses comme ça. C'est assez plus large que juste une maxwellienne. Enfin, c'était déjà comme ça à l'époque. Je ne sais pas si non, ça peut être évolué. Moi, je l'ai un peu utilisé aussi. Je pense qu'équation de mélange aussi liée au fait que si c'est résoudre des équations de Vlasov, comme ça suit l'équation de Vlasov. Non, mais justement, elle sortait des choses et, par exemple, la compressibilité. Ah, elle a comparé avec la monnaie, oui, de Kasegawa. Elle disait, mais avec la formule d'Asegawa qui elle est basée oui, sur... ça y est, je comprends. Il y a toujours des questions bien milieu. S'il y a des questions, des commentaires. Juste un message de Chris Harvey qui est vraiment désolé de ne pas avoir pu venir, qui est inquiet maintenant sur sa mobilité, il s'est attendu, mais il est tout cœur avec tout le monde ici et dans le souvenir de Catherine. Merci d'avoir rappelé, merci beaucoup. Et qui est aussi le maître d'œuvre de cette très belle expérience quand même. C'est dommage que ça n'a pas été refait depuis. C'est extrêmement complexe techniquement ici. C'est le premier aussi spectre pour volant de fluctuation de densité fait avec cette expérience de Ludwig Selnicke, l'article de Selnicke qui est toujours la référence de base pour le premier spectre jusqu'à des échelles cinétiques. On continue maintenant avec les Niesberg.